19h45, Labari Info Soir. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information. L'islam et la corruption, tel est le thème d'une conférence débat organisée hier matin à l'hôtel Bravia par le réseau nigérien anti-corruption. Deux conférenciers, à savoir l'éminent Cheikh Ben Salah et le magistrat Moussa Ide, ont édifié la stance sur le thème objet de cette rencontre d'échange en présence de nos reporters Adam Ousmana et Aboubakar Souley. Amener les Nigériens, notamment les jeunes, à comprendre les méfaits de la corruption sous toutes ses formes afin de la combattre efficacement, telle est la mission que s'est assignée le réseau nigérien anticorruption à travers la présente rencontre d'échange. Une rencontre qui a porté sur l'islam et la corruption, mais également sur la manière de maintenir l'intégrité dans un environnement marqué par la corruption, animé par d'éminents panélistes. On ne peut donner que dans le cadre du licite, recevoir que dans le cadre du licite, parce que nous aurons à rendre compte de nos richesses, centime après centime, comment on l'a acquise, dans quoi on l'a investi, le jour où aucune astuce ne passera devant la face resplendissante de notre Seigneur, auréolé de majesté et de gloire. La corruption, désignée dans le Coran par Al-Fasad et en arabe par Al-Rashwa, est une pandémie. Si la corruption est haram sous toutes ses formes, vous conviendrez avec moi que la plus perfide et la plus dangereuse de corruption, c'est celle qui attaque les cœurs et les âmes. Pour combattre efficacement ces pratiques néfastes, il sied de prendre des mesures aptes à extirper, ne serait-ce qu'en partie, cette pathologie. L'initiative la plus salutaire est la volonté politique affirmée, traduite concrètement par des actions sur le terrain. En marge de ce rendez-vous d'échange, l'un des organisateurs nous donne les raisons du choix des religieux pour animer cette conférence. En tant que pays où il y a plus de 99% de musulmans, le plus important en réalité, malgré tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a essayé quand même d'expliquer aux gens par rapport aux méfaits ou aux effets néfastes de la corruption, il est important quand même de toucher le côté religieux parce que c'est le côté que les Nigériens écoutent de plus. De comprendre aussi en réalité les effets néfastes et les impacts négatifs en réalité de la corruption et quelle est la place en réalité de la religion vis-à-vis de la corruption. Parce que, comme vous le savez, notre Seigneur nous enseigne en réalité dans le Coran, il dit ne s'aimez pas la corruption sur ma terre. Ce qui veut dire que c'est en réalité toutes les religions du monde ont banni la corruption. Donc il est important de rappeler la conscience et le subconscient des gens pour comprendre qu'aujourd'hui la question de la corruption elle est cruciale. Notons qu'auparavant l'assistance a fait montre de tout son intérêt à cette question de lutte contre la corruption dans le pays à travers des contributions pour les uns et des questions d'éclaircissement pour les autres qui ont été mieux édifiées par les conférenciers. Pratique devenue tendancieuse depuis un certain temps chez les dames à l'occasion des cérémonies. Le make-up appliqué pour se faire belle torpille malheureusement un certain nombre de préceptes islamiques. Suivant dans cet élément le point de vue de la religion sur la pratique du make-up. C'est un reportage signé Boubacar Ibrahim et Lidou Brema. Make-up, un terme anglais qui désigne se faire maquiller et qui constitue la nouvelle tendance chez les dames ces dernières années à l'occasion des cérémonies. Également se déguiser, se faire recouvrir de fard, cette nouvelle pratique qui a envahi le monde de femmes est malheureusement faite au détriment des 5 obligations journalières islamiques. En effet, quand elles le fassent, la plupart s'auto-exemptent des prières pendant au moins 24 heures. Toute chose que condamne l'islam qui remet en cause même les substances utilisées. Nous louons Allah subhanahu wa ta'ala pour cette occasion dont il nous a doté pour pouvoir un peu nous exprimer sur ce phénomène de la vie qui touche aujourd'hui nos femmes, le make-up, ce maquillage qui souvent trompe pas mal d'hommes dans le sens où on le fait pour s'embellir et jusqu'à certains qui vous connaissent peuvent ne même pas vous méconnaître à la fin parce que ça transforme la personne en une autre. C'est vrai que ça fait belle, mais du point de vue islamique, sachant que d'abord, il est interdit à la femme de se maquiller pour sortir, surtout la femme mariée.
Si le maquillage doit être fait pour uniquement dehors, cela est interdit islamiquement. Donc on doit se maquiller, se pomponner pour son mari. Maintenant, dans ce cadre donc, islamique, même si on doit se maquiller, l'islam nous enjoint à prier 5 fois par jour dans les conditions que nous connaissons. 5 prières quotidiennes qu'on doit respecter à temps. Un maquillage que tu fais qui t'empêche de faire cela, dès lors, devient haram. Une autre chose par rapport au make-up, surtout les substances qui sont utilisées. Du point de vue des ulémas, ces substances-là, on doit s'accorder de la laïcité, que c'est des choses, des substances licites du point de vue islamique qui sont utilisées pour les produits de make-up. Dans le cas où ces substances-là ne sont pas du tout, sont des substances qui sont, comment ça s'appelle, prohibées du point de vue de l'islam, on ne doit même pas, c'est-à-dire dans le sens du haram. Il y a des substances comme la gélatine de porc qui existent dans bien de produits cosmétiques. Donc en ce sens que si la personne utilise ce genre de substances pour faire le make-up, déjà il lui est interdit de toucher à cela. Ari Yakuba appelle par ailleurs à la clairvoyance de ces dames pour se maquiller en se conformant aux obligations religieuses. C'est qu'on a à dire à nos sœurs, à nos femmes qui font ce maquillage et qui prennent toute une journée parce que le coût du maquillage ou le temps que ça a pris, elle ne veut pas le défaire, même pour quelque chose de plus important que la prière, l'acte d'adoration que Allah nous a enjoint. En ce temps-là, je conseillerais à nos sœurs de ne pas aller vers le maquillage. Pour la prière, qui sera le premier acte sur lequel on sera interrogé, on doit sacrifier tout. Quel que soit le temps, quel que soit ce que tu fais, quand il est temps de prière, sauf dans certaines circonstances, on doit répondre à cet appel-là. Il est à noter que les avis des hommes divergent sur la question, mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas le maquillage en tant que tel qui est mis en cause. L'actualité de la semaine, c'est sans nul doute la compétition du sabre national dont le lancement a été donné le vendredi 24 septembre dernier. La première journée d'hier samedi a mis aux prises toutes les 8 régions du Niger. Le résumé de la journée avec Abdel Nasser Seydou et Boubacar Ibrahim. Dans le cadre de la 40e édition de la lutte traditionnelle, la première journée a mis en confrontation dans la matinée 4 régions, à savoir la région de Dosso face à celle de Tilaberi des Tantris du Sabre et la région de Maradi face à celle d'Agadez. D'entrée de jeu, c'est donc Tilaberi et Dosso qui ont marqué l'ouverture de cette compétition et au bout de 10 combats, c'est Dosso qui s'est imposé à Tilaberi sur un score de 7 victoires à 3. Après donc cette phase, place fut faite pour Agadez et Maradi dont les confrontations ont été assez spectaculaires. Finalement, c'est Maradi qui remporte la partie après le combat d'Aïbou Hassan, l'un des principaux favoris de la région. Maradi s'en était donc sorti avec 7 lutteurs non terrassés, à 2 pour la région d'Agadez après un combat qui a été jugé de nul pour dépassement de temps imparti. Et dans l'après-midi de la même journée, la région de Difa qui avait fait face à celle de Tawa s'est inclinée sur un score de 4-6. Et par la suite, c'est Niamey qui s'est imposé à Zander après des combats assez mouvementés pour le score fleuve de 8 victoires à 2, au grand plaisir des supporters qui n'ont pas manqué d'effectuer le déplacement. Il est à rappeler qu'à l'issue de cette première journée, la région des Anders et celle d'Agadez se classent en bas de la liste avec seulement 2 lutteurs non terrassés, suivi par Tilaberi qui a 3 et Difa 4, tandis que Tawa se retrouve avec 6 lutteurs, Dosso et Maradi chacune 7 et Niamey s'en sort avec 8 lutteurs non terrassés.
Voilà, c'était là la première journée de la compétition du sabre national lancée le 24 décembre dernier. Dans le même ordre d'idées, nous avons tendu notre micro à l'un des plus anciens experts de la lutte traditionnelle, Issifou Kodo, pour décortiquer les confrontations de cette journée. Je donne une très très bonne appréciation, techniquement parlant. Regardez bien, 80 lutteurs divisé par 2, on allait avoir 40, mais c'est en deçà de 40, puisqu'il y a eu 2 à 3 combats nuls. Donc au lieu d'avoir 40 lutteurs première journée, on a moins de 40, donc 36 lutteurs qui sont à liste, ce qui témoigne de la qualité ou de l'aptitude de ces différents combats. Mais dans l'ensemble, les ténors, les différents leaders des différentes régions ont tenu, à quelques exceptions près, Dosso vont regretter certainement le départ prématuré de Noura, et Tawa, surtout Tawa, va regretter le départ prématuré de celui qui fut détenteur de sabre, l'actuel de Ayakaka. Maintenant, dans l'ensemble, Zander conserve son seul et unique lutteur à l'absence de Tassiou, Dantela. Maradi conserve Aïbo, Tilaberi conserve Janvier, et Dosso conserve en tout cas 3 à 4 lutteurs qui peuvent prétendre au sabre. Grosso modo, toutes les forces en présence ont répondu en tout cas à l'attente de leurs supporters. Restons toujours à l'arène. Les aspects composants de la lutte traditionnelle sont aussi nombreux qu'importants. Ils accompagnent à rendre la compétition plus vivante. C'est ainsi que nos reporters se sont intéressés à ce qu'on appelle griot et l'air à tambour. Nasser Sedou et Boubacar Ibrahim. Événement national à caractère très social et culturel, la lutte traditionnelle regorge suffisamment de richesses. En plus de la lutte proprement dite, celle-là même qui se déroule spécifiquement sur la scène, il y a également tout un tas d'astuces sans lesquelles la compétition n'aura pas un certain goût. Ainsi, leur rôle, aussi futile qu'il puisse paraître, consiste principalement à maintenir l'ambiance dans l'arène tout en galvanisant les lutteurs. Pour Issifou Kodo, expert du domaine, avant d'être sportive, la lutte est d'abord et avant tout sociale et culturelle. La lutte, tenez-vous bien, elle est beaucoup plus culturelle que sportive. 90% de la lutte, c'est l'aspect culturel. Avant, pendant et surtout après. Avant, entre en ligne de compte les tambourins que vous voyez, qu'on appelle le gundoua, les grosses caisses. C'est peut-être même des instruments musicaux presque uniques. Hein? On ne trouve pas ça quelque part en Afrique, ce genre d'instruments qui appellent, qui incitent. Ils ont un message à transmettre. Vous voyez, dès qu'on annonce un lutteur, subitement, aussitôt, l'appel de ce lutteur-là est accompagné par ce rythme accéléré des tambours qui parlent, s'il vous plaît, qui parlent et qui présentent ce qu'on appelle l'auto-portrait de lutteur, où il passe en carrière, où il se dit que je suis le plus fort, je suis le plus tenace, je suis le plus, avec des superlatifs. Il vient, il parle et ça galvanise. Et quand souvent, vous voyez, quand la lutte devient âpre et que les lutteurs commencent à se fatiguer, entrent en ligne de compte ces grosses caisses pour appeler le lutteur. Ils appellent et ils savent, il faut être initié, ils l'appellent anonymement. Un tel, Abdelaziz, attention, on attend, qu'est-ce que tu attends? Fais ceci, fais cela, et ça donne. Il n'y a pas, c'est une sorte de dopage psychologique, c'est tambourin. C'est donc tous ces aspects qui donnent à la lutte tout son sens et renforcent par-dessus tout le vivre ensemble. Voilà, monsieur Damba, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.